Bonsoir ou rebonsoir, bonsoir à vous professeur Axel Kahn. Merci Bonsoir. beaucoup d'être notre invité ce soir, généticien, président de la Ligue contre le cancer. On va aborder toutes les questions. Mais une question très concrète pour commencer, c'est l'heure des départs en vacances, professeur. Est-ce que ça vous inquiète? Écoutez, ce qui est un peu embêtant, c'est que la circulation du variant 501Y, ce qu'on appelle le variant anglais, n'est pas la même dans tous les territoires. Le pourcentage doit être aujourd'hui de l'ordre de 21-22% en Île-de-France. Et il est très bas, par exemple, dans les départements bretons de l'extrême pointe de la Bretagne, le Finistère, les Côtes-d'Armor et le Morbihan. Donc il va de soi que les départs en vacances est un moyen d'homogénéiser tout, y compris le variant anglais. Mais pourtant, les vacances de Noël ont montré que le pire n'était pas certain. Il n'y a pas eu de conséquences dramatiques de Noël parce que les Français peut-être savent faire. D'ailleurs, le gouvernement fait le pari de cette confiance avec les Français. Après tout, a-t-il tort? Non, on peut également faire ce pari-là, mais je vous rappelle quand même qu'au moment des vacances de Noël, les variants plus infectieux ne circulaient pas. Donc aujourd'hui, il y a un pari supplémentaire. Alors, on voit bien la situation catastrophique au Portugal aujourd'hui. Le Portugal est obligé de demander à l'aide parce que le variant y est beaucoup plus présent et parce que les efforts ont été relâchés pendant les vacances de Noël. Vous nous dites, si relâchement il y a pendant les vacances de février, combiné aux variants plus présents en France, on pourrait se retrouver dans la situation du Portugal demain? Ce qui pourrait provoquer un pic épidémique, c'est l'augmentation du pourcentage de variants anglais. Aujourd'hui, on est à un taux d'incidence de 220. Il y a en moyenne 21-22 000 personnes de contaminées chaque jour. Et on est en moyenne, si on prend tous les lieux où l'on peut mourir, l'hôpital, la ville et les EHPAD, autour de 500 morts par jour. Et cela est en plateau. Et c'est parce qu'il y a un plateau que le gouvernement a dit, bon, il n'y a pas d'emballement du phénomène, on va persister. Mais il va de soi que ce plateau très élevé, il est obtenu avec les anciennes souches moins infectieuses. Et il est évident qu'il pourrait y avoir un pic extrêmement vif à partir du moment où les nouvelles souches représenteront près de 50% des virus circulants. Alors, vous et moi, on s'est parlé. On était en direct ensemble la semaine dernière. C'était vendredi, à 2 heures de l'annonce un peu surprise du Premier ministre. Et vous me disiez sur cette antenne que vous étiez en faveur d'un reconfinement sur le type du mois de mars, donc plutôt assez strict. Et ce n'est pas du tout ce qui a été annoncé. Avec une semaine de recul, vous dites... Est-ce que vous comprenez quelque part la décision du gouvernement ou est-ce que vous estimez que c'est une erreur? Si vous vous rappelez bien, Anne-Marie Carouer, cela n'est pas... Carouer, je me permets, voilà. Comme on va passer du temps ensemble. Je vous en prie. Cela n'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que le choix d'un confinement était une décision politique. Il n'était pas mon fait. En revanche, je vous ai dit que d'un point de vue sanitaire, je pense que la stratégie la meilleure, c'est de mettre en œuvre un État, prendre des décisions qui sont aptes à faire diminuer très rapidement le taux de circulation virale, jusqu'à ce que l'on ait un taux d'incidence de l'ordre de 50 personnes de contaminées pour 100 000 habitants. À partir de là, déconfiner largement, laisser la vie économique avec les mesures barrières et tout faire pour éviter la reprise par la combinaison de la vaccination et de la triade dont je vous ai parlé alors, qui était déjà effectivement testée, tracée, isolée, protégée. C'est exactement cela que je vous ai dit et je continue à dire la même chose. C'est-à-dire que la décision de confinement est une décision politique. Moi, je suis un médecin, j'essaye d'analyser une situation sanitaire. La situation sanitaire, simplement deux mots. Évidemment, elle n'est pas bonne. Je veux dire que demain ou après-demain, on va atteindre les 50 000 morts de la deuxième vague, contre 30 000 pour la première vague. Encore 2 mois comme cela, et la France est à 100 000 morts. Donc, à l'heure actuelle, ce pic, qui est relativement stable, est un pic très élevé, dont les dégâts sont assez considérables. Mais d'ailleurs, vous avez tweeté, vous tweetez beaucoup. Vous avez dit encore hier, je crois, sur Twitter, toute politique se justifie si elle a un but. Quel est le but de la politique actuelle? Vous vous dites effaré. Mais donc, le but de la politique actuelle, c'est d'éviter autant que faire se peut, s'il y a la moindre chance, un séisme psychologique, social ou économique. Mais ça, je le comprends bien. Mais, pourquoi êtes-vous effaré? Mais ça n'est pas un but. Vous comprenez bien. Ça, si vous voulez, c'est l'un des motifs qui explique la décision.
Mais si l'on propose une stratégie, il faut qu'elle atterrisse. On va comparer, si vous voulez, cette épidémie à la trajectoire d'un avion. Pour l'instant, il est stable, à très haute altitude, mais il est stable. Où va-t-il atterrir? Comment va-t-il atterrir? Comment on va en sortir? Ce dont on a besoin aujourd'hui pour le pays, pour les Françaises, pour les Français, c'est une perspective. Après, on discute des moyens pour parvenir à cette perspective. Mais ce dont on a besoin, c'est d'une perspective. Et quand je dis qu'il faut un but, c'est très clairement une perspective. La perspective qui est, écoutez, ça va se maintenir comme cela, qui évidemment n'est pas fameux, me rend perplexe. Alors justement, Jean Castex, lors de sa prise de parole jeudi, il a rejustifié ses décisions. D'ailleurs, il les a renouvelées. Il dit que la situation ne justifie pas le confinement. Lui, il parle bien d'épidémiologie, là, de facteurs de santé. Il dit qu'il n'y a pas de nouvelle vague épidémique, que l'épidémie, elle est stable. Voilà ses propos, et qu'on est à un des niveaux les plus bas d'Europe. Il a eu tort, le Premier ministre. Je ne vais pas polémiquer avec le Premier ministre. Lui, c'est un politique et moi, je suis... Mais d'un point de vue... Dans les faits. Voilà, d'un point de vue sanitaire, je vais discuter avec Monsieur le Premier ministre d'un point de vue sanitaire parce que c'est un domaine dans lequel je suis compétent. D'un point de vue sanitaire, lorsque l'Allemagne a confiné de manière assez stricte, elle est en train de déconfiner, et elle a obtenu dans les grandes villes un taux d'incidence de 50 et qui tente à devenir inférieur à 50 par 100 000 habitants. Il y avait 20 000 contaminations par jour. 20 000 dans l'Allemagne, qui est pourtant un pays qui est plus important que le nôtre. Nous, on est à 22 000, on est à 500 morts par jour, et je veux bien que, en effet, on est stable. Mais on est stable. S'il me fallait trouver un mot, dans l'intolérable. Ça n'est pas tolérable de continuer longtemps comme cela. Sur le nombre de nouveaux morts, hier, c'était 287 nouveaux décès à l'hôpital. À l'hôpital, ce que je veux dire. C'est-à-dire que si vous prenez... À l'hôpital, il y a entre 250 et 315 morts, mais il faut naturellement rajouter les morts des EHPAD et naturellement rajouter les morts en ville. Donc, le chiffre que je donne, 450, 500, 550, je n'en sais rien, mais il ne connaît aucune inflation. Et donc, quand on voit les chiffres, pardon, je reste un petit peu sur les chiffres, c'est notre domaine après tout. Il faut être factuel. Exactement. Donc, les chiffres d'hospitalisation pour le 3e jour consécutif, hier, ces chiffres ont baissé. Et c'est la même tendance pour les chiffres en réanimation. Vous nous dites très bien, mais c'est une illusion d'optique ou un faux plat compte tenu de la condition des variants. Non, c'est pas ça. Mais quand vous dites qu'ils ont baissé, je me réjouis. Rien ne peut me réjouir autant. Mais regardez à nouveau les chiffres. Il y a moins 5 personnes ou moins 10 personnes en réanimation. Il y a moins de 100 personnes en hospitalisation. On est à plus de 28 000 personnes en hospitalisation et pas loin de 3 300 personnes en réanimation. Et alors, mais là, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Je suis extrêmement prudent et modeste. La région où il y a le plus aujourd'hui de variants dits anglais, le 501Y, c'est l'Île-de-France. Il doit être ce variant à environ 20 à 22%. Or, ce que vous m'avez dit n'est pas vrai en Île-de-France. En Île-de-France, il y a une tendance nette à l'augmentation des hospitalisations et des réanimations. Et alors, j'espère que non, mais si cela était dû à l'augmentation qui devient perceptible du pourcentage de variants anglais en Île-de-France, cela laisse présager ce qui pourrait arriver dans tout le pays. Alors, en Île-de-France, justement, il y a des sonnettes d'alarme qui sont tirées, et très fort. Le professeur Rioux, il est directeur médical de la cellule de crise de l'AP-HP, et il promet, en paraphrasant Churchill, bien sûr, du sang et des larmes. Il dit, en tant que directeur médical de crise de l'assistance publique, ma mission est d'avant tout de mobiliser au maximum toutes les forces. Mais je crois aussi n'avoir à proposer qu'un discours churchillien sur le sang et les larmes. D'une part, c'est en contradiction avec ce qu'a pu dire le Premier ministre lors de sa conférence de presse. Et d'autre part, est-ce que c'est allé un peu loin? Parce que certains professionnels de santé regrettent des discours qui font peur. Et est-ce que c'est nécessaire, selon vous? Écoutez, chacun a sa formulation, sa présentation. Et personnellement, je n'utiliserai jamais des mots comme cela. Cela étant dit, je le reconnais aussi, il est, lui, au feu directement. Plus encore que je puis l'être. Et qu'à un moment donné, il se laisse aller à son pessimisme, parce qu'il a déjà connu cela, il le voit revenir, je ne vais pas lui jeter la pierre. Comme je vous ai dit, la situation en Île-de-France est à nouveau en tension. Et moi, je le vois en tant que président de la Ligue contre le cancer. J'allais vous poser la question. Comment ça se concrétise pour les cancers, les déprogrammations ou les retards de diagnostic? Ça se concrétise par la persistance d'une situation qui fait que les personnes malades du cancer
sont vraiment parmi les principales victimes collatérales de la Covid. Vous savez, quand je me bats en donnant des conseils, en analysant, en faisant une campagne pour la vaccination contre la Covid, c'est pour les malades du cancer que je me bats. Aujourd'hui, la meilleure manière immédiate d'aider les personnes malades du cancer, c'est de lutter contre la Covid parce que c'est la menace principale pour ces personnes. Des chiffres très rapidement. Les chiffres sont tombés il y a quelques jours. Il manque 93 000 diagnostics de cancer en 2020. 93 000. 23%, il y a environ 400 000 diagnostics de cancer tous les ans. La moyenne des retards, c'est de 3 mois. Ça, c'est une étude de la Ligue, c'est 3 mois. On peut faire un calcul rapide, on ne va pas le faire, c'est compliqué, mais les gens pourront le refaire avec un stylo, un papier, dans leur chambre. Il a été publié que par mois de retard, il y avait une aggravation du pronostic, on va dire en moyenne de 10%. On en arrive assez rapidement à ce que le prix à payer en surmortalité due au cancer lié à la Covid sera entre, au bas mot, 2500 et jusqu'à 10 000 morts. Pour nous, c'est effroyable. Et aujourd'hui, l'affaire se complique parce que, vous l'avez dit dans vos actualités, il y a de plus en plus de foyers épidémiques dans les centres de soins. Et évidemment, moi je dis aux personnes, vous savez, il est bien plus grave de ne pas se faire diagnostiquer un cancer, ce qui retarde le traitement, que même d'attraper la Covid. Il n'empêche qu'ils soient un peu hésitants à aller dans un endroit où ils savent qu'il y a beaucoup de soignants qui ont attrapé la Covid, je puis le comprendre. Et par conséquent, cette situation, qui a déjà un bilan désastreux, est une situation qui continue. Comprenez un peu ce qu'est ma sensibilité quand je dis, moi je veux bien tout ce que l'on veut d'un point de vue politique, mais s'il vous plaît, on ne peut pas continuer comme cela. On ne peut pas continuer comme cela. Et vous parlez de la situation des soignants de plus en plus malades ces derniers temps, de plus en plus de foyers de soignants qui sont touchés. C'est vous qui le rapportez, hein? Mais problème majeur, selon vous, comment on doit contenir ça en urgence? Comment on peut faire? Vacciner. Vous vous rappelez certainement que parmi les 3 points que j'avais portés très haut au tournant de l'année, dans une espèce d'attitude que certains ont jugée polémique, le Premier ministre, envers les mesures sanitaires, le plan de vaccination, il faut vacciner les soignants. Il faut vacciner les soignants. Et j'ai eu gain de cause puisque immédiatement on a annoncé que les soignants de plus de 50 ans seraient vaccinés, mais j'ai ajouté, au moins ceux qui sont en première ligne, il faut vacciner tous les soignants. Donc ça va être fait avec le vaccin AstraZeneca qui arrive là dans quelques jours. Les premières doses sont arrivées aujourd'hui. Absolument. Et j'y suis évidemment favorable. Et pour les jeunes soignants qui hésitent, mais moi je préférerais avoir le BioNTech ou le Moderna, les vaccins ARN, qui sont un peu plus efficaces. C'est vrai. Je leur dis, la menace de ce fameux variant anglais 501Y est telle que je vous conseille de vous faire vacciner maintenant. Vraiment. Et ces vaccins, le vaccin AstraZeneca, comme évidemment les vaccins ARN, sont efficaces, pleinement efficaces sur ce variant anglais. On va continuer de parler du Covid, mais je voudrais quand même m'arrêter encore une fois sur ce qui vous concerne le plus directement, le cancer. Un plan cancer a été annoncé par le président de la République cette semaine. Emmanuel Macron qui promet 1,7 milliard € sur 5 ans pour lutter contre le cancer, et avec l'objectif d'essayer de faire passer en une décennie de 150 000 cancers évitables par an à moins de 100 000. Bon plan, suffisant, à la hauteur, professeur Axel Kahn? Écoutez, d'abord, ma satisfaction est qu'il y ait un plan. À un moment donné, après la fin du 3e plan cancer, il était question qu'il n'y ait plus de plan spécifique pour le cancer, et j'ai protesté en disant qu'une maladie qui frappe plus d'une personne sur 2 dans sa vie, en fonction de ce qu'elle mange, de ce qu'elle boit, de là où elle travaille, c'est un fait de société. Ce n'est pas une maladie. Donc, il y a non pas des plans cancer de 4-5 ans, il y a une stratégie décennale. Fort bien, il n'y a pas de problème, j'en suis satisfait. Le président de la République a annoncé des moyens dans la continuité, pas dans la rupture, dans la continuité. Et je suis content qu'il y ait des moyens. D'ailleurs, nous avons, avec l'INCa, énormément travaillé pour proposer les éléments de cette stratégie décennale. Donc nous sommes à la Ligue totalement partie prenante. Quelques éléments de déception, si vous voulez.
je crois que la lutte contre l'alcoolisme, qui est le deuxième facteur des cancers évitables, n'est pas du tout suffisante pour des raisons que vous imaginez bien réellement en France. N'est pas du tout suffisante. Vous dénoncez le poids des lobbies? Oui, il y en a encore un et j'ai tempêté, presque en souriant, mais j'ai tempêté. Presque tous les journaux, presque tous les médias, je ne sais pas vous, ont titré il y a quelques jours sur un article qui disait que le vin protégeait contre la Covid. J'ai lu cet article. On ne l'a pas relayé. Merci. Pas à ma connaissance. Voilà. J'ai lu cet article, il ne disait rien de tel. Rien de tel. Il disait qu'un polyphénol qu'il y a dans tous les fruits et aussi dans le vin pouvait éventuellement interférer avec l'entrée dans les cellules en culture du virus. Et ceux qui ont diffusé la nouvelle, ce sont des lobbyistes du vin et de l'alcool, en l'occurrence Vitisphère, et la totalité de la société s'est engouffrée. Mais simplement, quand on y pense, c'est scandaleux. Dire, et moi je le dirais comme vous, qu'un bon verre de très bon vin, c'est agréable. Ça que les lobbyistes le fassent, c'est très bien. Mais dire qu'en plus ça protège contre la Covid, contre je ne sais quoi, le cancer, même, certains l'ont même avancé à un moment donné, les maladies cardiovasculaires comme cela a été avancé, tout simplement, on ne peut pas laisser diffuser de telles stupidités. L'alcool est un fléau considérable, c'est la deuxième cause des cancers évitables. Voilà un message clair qui est encore une fois passé. Je reviens au coronavirus, parce que j'ai bien écouté ce que vous dites depuis tout à l'heure et vous avez beaucoup parlé de situations qui sont différentes, qu'on soit en Île-de-France ou peut-être dans l'ouest de la France, dans le Finistère, etc. Est-ce que pour vous, il faut prendre le chemin de l'alternative des confinements territorialisés, des mesures territorialisées? C'est une des solutions. Je dois dire que c'est une des solutions. Elle a vraiment du pour, c'est qu'elle s'adapte à la réalité. Elle a aussi un peu du contre, c'est que la situation néanmoins s'est aggravée dans le Finistère, dans les Côtes-d'Armor et dans le Morbihan. Et on risque de ne pas stopper l'aggravation dans ces territoires de l'extrême ouest de la France. Et donc, il faut discuter, mais moi, je ne suis pas du tout opposé à une stratégie des urgences. Ce que je dis, là encore, je ne vais pas réellement vouloir remplacer le politique dans cette décision. Ce que je dis, c'est que le discours qui ne va pas, vous voyez, ce qui ne va pas et ce qui, je crois, ne convient absolument pas pour décrire la situation, c'est parce que on ne connaît pas d'aggravation brutale, alors il n'y a pas d'urgence, alors que la situation qui ne connaît pas d'aggravation, elle est extrêmement grave. Et que, évidemment, il y a une course de vitesse entre une situation qui est très grave liée aux anciennes souches et l'arrivée des nouvelles souches qui est inéluctable, dont on sait qu'elles sont plus infectieuses. Là, il y a une logique que j'ai quelques difficultés à percevoir. Alors, la question des vaccins, il nous reste peu de temps, mais j'ai encore pas mal d'ambition pour les 3 minutes qui nous restent. Les vaccins. Emmanuel Macron a dit cette semaine sa certitude que les Français, tous ceux qu'ils désirent en tout cas, pourraient être vaccinés d'ici la fin de l'été. Là, à ce stade, Jean Castex le redit, on aurait dépassé même nos objectifs au temps donné. Vous y croyez ? Écoutez, c'est possible, on n'a pas dépassé les objectifs. Non, on n'a pas dépassé les objectifs, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les réceptions de doses de vaccins sont limitées à 625 000 par semaine. Donc, et on a eu des difficultés, etc. Mais l'arrivée du vaccin AstraZeneca, la perspective de l'augmentation de la livraison des doses, avant tout de BioNTech, fait que ça va monter en puissance. Et je crois que l'on peut effectivement, d'ici septembre prochain, avoir vacciné 35 millions de personnes. Et ça, c'est essentiel si l'on veut vraiment qu'il y ait une immunité collective vaccinale. Et est-ce qu'il faut libérer les brevets? Vous savez que c'est la grande question aussi qui se pose, c'est de décider que tout ça est un bien commun, que tout ça ne doit rien avoir à faire avec la question des marchés et rendre libre. Moi, je suis beaucoup plus modeste. Ce que je dis, c'est que c'est intolérable que les personnes meurent de la Covid parce qu'ils ne sont pas vaccinés, parce que le pays est pauvre. Et par conséquent, au niveau mondial, au niveau de l'OMS, il doit y avoir une coordination de la fabrication, de la production, de la distribution et de la vaccination. Vous avez lancé un appel au président. J'ai lancé un appel au président. Est-ce que vous avez eu un retour de la part de l'Élysée, du président, du gouvernement? Je crois que les académies scientifiques de France, des sciences, médecine et pharmacie, ont lancé un appel qui est parallèle. Le président, d'ailleurs, a entendu, puisque dans une allocution qu'il a faite à TF1 il y a une semaine à peu près, il parlait de l'organisation de la vaccination en France et en Europe, et il disait « et aussi dans le monde ». Et par conséquent, je vais vous dire, cette idée-là, elle est évidente.
Tout simplement parce que protéger les Brésiliens, les gens du Cap qui meurent vraiment en masse à l'heure actuelle, c'est évidemment être humain, mais c'est également nous protéger, nous. On le voit bien, car ces variants qui, cette fois-ci, là, résistent à l'immunité développée contre les anciennes souches, elles sont déjà en France, elles sont à Mayotte, elles vont arriver à La Réunion. Il y en a un peu déjà en métropole. Et par conséquent, lutter contre cette maladie, c'est une stratégie qui est mondiale, ou alors elle sera un échec. J'ai une question sur les vaccins toujours, mais le passeport vaccinal cette fois, parce qu'on en parle de semaine en semaine, mais maintenant ça se concrétise un peu en Europe. Danemark et Suède se lancent dans des coronapass, et pas seulement pour voyager, c'est aussi pour aller dans les restaurants, les lieux de culture, etc. Y seriez-vous, oui ou non, favorable, et dans quelles conditions ? Tant que toutes les personnes qui veulent se faire vacciner n'ont pas été vaccinées, je n'y suis pas favorable, car ce serait de la discrimination manifeste. Lorsque toutes les personnes désireuses de se faire vacciner l'auront été, alors le problème peut se discuter. Et sur les traitements, on peut se quitter sur une touche d'espoir peut-être ? Les traitements, il faut continuer la recherche thérapeutique. Les anticorps monoclonaux par exemple ? Oui, mais... certains parlent de traitement miracle, de vaccin passif. Non, ça c'est pas un traitement miracle. Mais il faut se rappeler 2 autres grandes pandémies virales. Ouais. L'hépatite C et le sida. Qu'est-ce qui a changé la donne ? Ce ne sont pas des vaccins, ce sont des médicaments. Et donc, la recherche, c'est très difficile de mettre au point des médicaments antiviraux. Mais on y est arrivé. On y est arrivé pour le sida. On y est arrivé pour l'hépatite C. Et naturellement, il faut que l'effort ne se relâche pas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on n'en a pas fini. Avec COV2. On n'en a pas fini. Je vous remercie beaucoup, professeur Axel Kahn, d'avoir été avec nous une nouvelle fois sur ce plateau ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon courage dans toutes les missions, j'ai envie de dire, qui vous attendent dans les prochains jours. Merci beaucoup. Nous, on va continuer d'en parler, si vous le voulez bien, avec nos invités.